L'impact l'a frappé avant que la chute ne s'arrête, ce qui signifie que son cerveau n'a pas eu le temps de préparer son corps à ce que le sol de pierre à 20 mètres de chute verticale fait aux jambes et au bassin, et le son que ces os ont produit à ce moment-là n'était pas le son que font les os dans les films. Ce n'était pas un craquement ou un claquement, c'était un son comme du mobilier qui se brise, comme une chaise frappée contre le sol jusqu'à ne plus être une chaise, dense et humide et définitif, et puis la lumière a disparu. Pas en diminuant, disparu, comme si quelqu'un avait tendu le bras et éteint le soleil. Il était au fond d'un puits de mine d'or abandonné dans l'outback australien, et l'obscurité était absolue, et ses jambes étaient détruites, et le silence au-dessus de lui était le silence d'un désert qui ne savait pas qu'il était là. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous avez l'endurance psychologique pour des histoires sur ce qui arrive à un esprit humain quand le corps est brisé et que l'obscurité est totale et que le silence s'étend sur des jours, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que ce que je vais décrire n'est pas seulement une histoire de survie physique, c'est une histoire sur l'esprit qui se démantèle dans l'obscurité, sur ce que fait le cerveau quand il n'a aucune information avec laquelle travailler, pas de lumière, pas de son, pas de sensation sauf la douleur, et sur ce qu'un homme a dû devenir pour être encore en vie 14 jours après qu'une planche de bois vermoulu a cédé sous ses bottes et l'a précipité dans le 19e siècle. C'était un homme de terrain expérimenté. C'est toujours la première chose qu'il faut dire dans des histoires comme celle-ci, et il faut toujours le dire, non pour attribuer la faute, mais pour établir le point de départ depuis lequel la chute, littérale et autre, s'est produite. Il avait parcouru l'intérieur australien pendant des années. Il connaissait l'outback de la façon dont une personne connaît un paysage à travers lequel elle s'est déplacée dans toutes les saisons et dans toutes les conditions, avec le respect spécifique que produit la familiarité avec un terrain dangereux, la connaissance que la terre n'accommode pas les erreurs de la façon dont les villes le font. Il portait une balise de localisation d'urgence satellitaire lors de voyages précédents. Il l'avait laissée dans la voiture pour celui-ci. Une décision si ordinaire qu'elle a à peine été enregistrée sur le moment. Il allait se promener. Il serait de retour en soirée. Les planches en bois qui couvraient le puits de la mine avaient plus de 100 ans. Du bois de l'époque de la ruée vers l'or, posé sur l'ouverture par des mineurs qui avaient fini avec le puits et étaient passés à autre chose, recouvert au fil des décennies par la lente dérive du sable du désert qui remplit et lisse et efface les preuves d'activité humaine dans l'outback de la façon dont l'eau remplit et lisse une dépression dans le sable à marée basse. Les planches n'étaient pas visibles, le sol ressemblait à du sol. Il a marché dessus avec tout son poids, et le bois qui avait été sec et se craquelant depuis un siècle a cédé en un seul moment qui n'offrait ni avertissement ni option. 20 mètres suffisent pour atteindre une vitesse mortelle sous l'effet de la gravité. C'est suffisant pour qu'une personne qui tombe à travers ait environ 2 secondes de conscience avant l'impact. 2 secondes pendant lesquelles les systèmes d'alarme du corps sont activés, et le corps ne fait rien d'utile avec cette activation parce qu'il n'y a rien d'utile à faire. 2 secondes pour comprendre ce qui se passe et être incapable d'y changer quoi que ce soit. Il a heurté le sol de roche du puits au fond, et ses jambes ont absorbé l'impact, et puis son bassin a pris ce que les jambes ont transmis vers le haut, et la défaillance structurelle s'est propagée à travers lui, dans la fraction de seconde qu'il faut à la force pour voyager à travers l'os. Les 2 fémurs, les tibias, le bassin fracturé en 2 endroits. Il était conscient. C'était le premier fait terrible de la situation. Il était conscient et la douleur était immédiate et complète, et du type pour lequel le mot « douleur » est inadéquat pour la décrire. Non pas parce que le langage n'a pas de mots pour la douleur extrême, mais parce que la douleur extrême, à ce niveau, occupe toute la capacité de traitement disponible du système nerveux et ne laisse pas de place à la construction du langage qui la décrirait pendant qu'elle se produit. Il était allongé sur le sol de roche dans l'obscurité absolue, et ce qu'il a vécu dans ces premières minutes n'était pas de la pensée sous quelque forme reconnaissable que ce soit, mais de la sensation, pure et écrasante,
le corps signalant des dégâts à un volume qui excluait tout le reste. Et puis l'obscurité. La physique de ce qui arrive à un esprit humain dans l'obscurité totale avec le temps est documentée et inquiétante. Le cerveau est un organe de traitement de l'information. Son fonctionnement fondamental est la réception de données sensorielles et la construction d'un modèle de la réalité à partir de ces données. Quand les données sensorielles cessent d'arriver, le cerveau ne se tait pas. Il n'attend pas simplement plus d'informations, il en génère. Il commence à produire des sensations, des perceptions, des expériences à partir de sources internes, à partir de la mémoire et du schéma et du déclenchement de neurones qui n'ont aucun stimulus externe auquel répondre et se déclenchent quand même. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurologie. L'obscurité ne produit pas rien, elle produit quelque chose de pire que rien. Dans les premières heures, il s'est concentré sur l'inventaire physique, parce que l'inventaire physique était réel, parce que la douleur est une information, et l'information est quelque chose avec lequel travailler. Il a catalogué ses blessures par la sensation seule. Les jambes ne répondaient pas aux mouvements volontaires de façon normale, ce qui lui disait ce que la douleur lui avait déjà dit sur leur intégrité structurelle. Les bouger produisaient des niveaux de douleur qui mettaient fin à la tentative de les bouger avant qu'elles ne soient complètes. Le bassin, quand il essayait de se repositionner même légèrement, produisait une douleur qui s'élevait au-dessus de la ligne de base de toute l'autre douleur, de la façon dont une alarme séparée sonne distinctement du bruit de fond. Il a compris qu'il ne sortirait pas en marchant. Il a compris cela avec la clarté que les circonstances physiques extrêmes produisent parfois, un dépouillement du déni qui ne laisse que l'évaluation fonctionnelle. Il ne pouvait pas marcher. Personne ne savait où il était. Il n'avait aucun dispositif de communication. Il avait les vêtements qu'il portait, un petit sac à dos qui avait survécu à la chute à côté de lui, contenant environ un demi-litre d'eau et 2 barres protéinées. L'eau a duré 14 heures. Il l'a rationnée. Bien sûr qu'il l'a rationnée. Toute personne qui a jamais lu quoi que ce soit sur la survie en pleine nature sait qu'on rationne l'eau. Il l'a rationnée avec la discipline de quelqu'un qui comprenait les délais de déshydratation et comprenait que le demi-litre qu'il avait était la totalité de ce qu'il avait, et que le corps humain nécessite environ 2 litres par jour dans des conditions normales et substantiellement plus dans les conditions de traumatisme et de stress qu'il vivait. Il a fait durer le demi-litre 14 heures, et puis c'était fini. La déshydratation chez un patient traumatisé n'est pas la même que la déshydratation chez une personne en bonne santé. Le corps en état de traumatisme a des besoins en liquide élevés, dus à la réponse à la blessure, à l'inflammation, au coût métabolique de la gestion de la douleur à ce niveau. Il avait soif d'une façon qui s'intensifiait plus vite que ce que le manuel dit qu'elle devrait, plus vite que ce à quoi il s'attendait d'après son expérience. La soif spécifique qui s'intensifie d'un corps qui gère des dommages physiques catastrophiques et manque des ressources dont il a besoin pour le faire. Le deuxième jour, il a trouvé l'humidité sur les parois. Ou plutôt, il l'a sentie. Il ne pouvait pas la voir. Il a pressé sa paume contre la roche près de lui et la roche n'était pas sèche. Les formations de calcaire et de quartz des vieux puits de mines australiennes retiennent souvent l'humidité, la condensation du différentiel de température entre l'intérieur frais du puits et la surface plus chaude, des infiltrations de couches géologiques profondes, de l'eau emprisonnée dans des formations minérales au fil du temps géologique. L'humidité était là, minimale, distribuée sur la surface de la pierre en un film qui nécessitait de faire glisser la langue sur la roche pour la recueillir. Il a fait glisser sa langue sur la roche. Les minéraux dans ces parois n'étaient pas neutres. La géologie des vieux puits de mines d'or comprend souvent des composés d'arsenic, des gisements de métaux lourds, des formations de soufre oxydé. Lécher les parois d'un puits de mine d'or abandonné n'est une pratique d'hydratation sûre selon aucun critère. Il le savait. Il n'était pas en position de prioriser la pratique d'hydratation sûre sur l'hydratation, et il a donc léché les parois, et recueilli ce qu'il pouvait, et n'a pas pensé à ce qu'il ingérait, parce que ce qu'il ingérait était l'alternative à mourir en 2 jours,
plutôt que potentiellement en 2 semaines, et 2 semaines était la direction dans laquelle il avait besoin de s'orienter. Les insectes sont arrivés à la fin du 2e jour. La base des vieux puits de mine n'est pas stérile. C'est un écosystème, limité mais fonctionnel, construit autour de tout matériau organique qui trouve son chemin jusqu'au fond au fil des décennies. Des scarabées, des mille-pattes, des choses qu'il ne pouvait pas identifier au toucher et n'a pas essayé d'identifier par espèce, seulement par la sensation de mouvement sur sa peau, la texture spécifique de quelque chose avec trop de pattes se déplaçant sur ses jambes qui ne pouvaient pas se déplacer pour les enlever. Il les a mangés. C'est la phrase qui nécessite un moment pour être assimilée. Il les a mangés. Les mille-pattes dans l'intérieur australien peuvent porter du venin, peuvent causer de la douleur et des maladies dans des circonstances normales, ne sont pas une source alimentaire que quiconque choisirait. Il ne choisissait pas. Il acceptait ce que l'environnement fournissait, et l'environnement, en l'absence de toute meilleure offre, fournissait des insectes, et les insectes fournissent des protéines et de l'humidité et des calories, et des protéines et de l'humidité et des calories étaient ce que nécessitait la différence entre mourir plus tôt et survivre plus longtemps. Il a appris à les attraper au toucher, à attendre la sensation de mouvement, et puis à fermer la main autour de la source du mouvement, et puis à ne pas penser à ce qui était dans sa main avant que ce ne soit plus dans sa main. Cela nécessitait une qualité de dissociation des catégories normales d'acceptable et d'inacceptable qu'il décrit comme le démantèlement d'un mur dont il ne savait pas qu'il était là, jusqu'à ce qu'il ait besoin de le démanteler. Les hallucinations ont commencé le 4e jour. Il savait ce qu'elles étaient. Il avait assez lu sur la privation sensorielle pour reconnaître le mécanisme quand il a commencé à fonctionner. Cela ne les rendait pas plus faciles à gérer. Savoir ce qu'est une hallucination ne fournit pas automatiquement le levier expérientiel pour la traiter comme moins que réelle pendant qu'elle se produit. Le cerveau n'a pas de mécanisme fiable pour distinguer entre l'expérience générée en interne et l'expérience générée en externe, quand la distinction n'a pas été maintenue par des informations externes continues. Quand les informations externes cessent d'arriver, la distinction devient peu fiable, et puis peu fiable devient impossible. Les premières hallucinations étaient auditives, des voix, pas des sons aléatoires, mais des voix, spécifiques et dirigées, des voix qui semblaient lui parler depuis une source qu'il ne pouvait pas localiser dans l'obscurité autour de lui. Il savait intellectuellement qu'il n'y avait pas de voix. Il ne pouvait pas faire en sorte que son système nerveux soit d'accord. Les voix parlaient dans des schémas qui semblaient significatifs, sans se résoudre en signification. La qualité spécifique du discours halluciné qui ressemble presque à du langage, tout en restant quelque chose qui ne peut pas être transcrit. Il leur a répondu. Il rapporte cela sans gêne, parce que la gêne nécessite un public qui comprend le standard qui est violé. Et dans le puits, il n'y avait pas de public. Il n'y avait que lui et l'obscurité et les voix. Et répondre aux voix était mieux que le silence. Les hallucinations visuelles ont commencé le 6e jour, de la lumière. Dans l'obscurité absolue, il a commencé à voir de la lumière. Pas la lumière imaginaire des yeux fermés, les schémas de phosphène que le système optique génère à partir de sa propre activité, mais de la lumière structurée, l'hallucination d'un éclairage réel dans le puits, des panneaux de lumière qui suggéraient des parois et des ouvertures et des chemins qui n'existaient pas. Il s'est déplacé vers l'Unde le 7e jour. Il s'est poussé à travers l'agonie du mouvement sur le sol de pierre vers une lumière que son cerveau avait construite à partir de rien, à travers environ 3 mètres de sol avant que la lumière ne se résolve en obscurité et qu'il comprenne ce qui s'était passé. Le déplacement à travers ces 3 mètres a pris 1h30. Il décrit la douleur de se déplacer avec des fémurs fracassés et un bassin cassé sur un sol de pierre, comme quelque chose qui devrait nécessiter plus de mots pour la douleur qu'il n'en existe pour la décrire. Les os se déplaçaient dans le tissu quand ils se déplaçaient. Il n'y a pas de façon confortable de formuler cela. Les éléments structuraux qui définissent la forme et la fonction de la moitié inférieure de son corps n'étaient plus structuraux
étaient des fragments de leur configuration précédente, et quand il bougeait avec lui de la façon dont les fragments de configuration précédente bougent, ce qui n'est pas la façon dont les os sont censés bouger. Il a continué à se déplacer parce que la lumière avait semblé réelle, et continuer était la seule catégorie d'action disponible. Quand il a atteint l'obscurité là où la lumière avait été, il est resté immobile pendant ce qu'il croit être plusieurs heures. Le puits n'avait pas de jour ni de nuit. Le cercle de lumière au sommet ne fournissait pas assez d'éclairage pour créer un cycle significatif en dessous. Il a perdu la notion du temps d'une façon qui a un nom clinique dans la recherche sur l'isolement confiné, la désorientation temporelle, la perte de l'horloge interne qui se synchronise normalement avec les signaux lumineux externes. Il ne savait pas s'il avait été dans le puits 3 jours ou 6. Il ne savait pas s'il faisait jour ou nuit à la surface. Il ne savait pas si quelqu'un avait signalé sa disparition ou si quelqu'un savait qu'il était allé se promener. Il a construit une routine. C'est l'un des détails les plus significatifs de son récit, et c'est l'un des moins dramatiques, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il porte autant de poids qu'il en porte. Dans le chaos des hallucinations et de la douleur, et de l'obscurité, et de la faim, et de l'intoxication lente de ce qu'il recueillait des parois, il s'est créé une routine. Il s'est assigné des intervalles fixes d'activité. Lécher les parois, chasser les insectes, se repositionner pour distribuer la pression, exercices vocaux, compter. Pas compter vers quelque chose, juste compter, en avant, indéfiniment, pour maintenir en fonctionnement la fonction de comptage, pour garder exercer la partie du cerveau qui gère la logique séquentielle, de la même façon que bouger périodiquement les bras empêche les muscles de perdre complètement leur fonction. Il a compté jusqu'à 10 000 et a recommencé. Ce n'est pas une métaphore, il a compté, dans l'obscurité, avec les jambes cassées, au 14e jour d'isolement total, jusqu'à 10 000. Et puis il a recommencé. Parce que l'alternative était d'arrêter de compter. Et arrêter de compter signifiait laisser aller les routines. Et laisser aller les routines signifiait laisser les dernières structures qui séparaient la pensée organisée des hallucinations prendre complètement le contrôle. Et il n'était pas prêt à laisser ça se produire. Pas encore. Il était prêt à laisser beaucoup de choses se produire qu'il n'aurait pas été prêt à laisser se produire avant que la planche ne cède. Il n'était pas prêt à laisser ça se produire. La détérioration physique comprimait le délai. 14 jours sans hydratation et nutrition adéquate et traitement médical pour les blessures subies n'étaient pas indéfiniment survivables. Il le comprenait. Les minéraux qu'il ingérait des parois s'accumulaient de façon que son corps signalait à travers des symptômes qui se recoupaient de façon confuse avec les symptômes de la faim et de la déshydratation et les effets de la privation sensorielle. Il ne pouvait pas déterminer avec certitude quels symptômes étaient lesquels. Ses mains montraient des changements de sensation qui pouvaient être une neuropathie périphérique due à l'accumulation de minéraux, ou un compromis circulatoire dû aux blessures, ou quelque chose de complètement différent. Ce qu'il savait, c'était que le délai se fermait. Il pouvait le sentir de la façon dont on le sent quand une pièce perd lentement de l'air, pas à travers un changement dramatique, mais à travers l'accumulation de petits signaux, chacun individuellement ignorable, collectivement indéniable. La fatigue était différente au jour 12 de ce qu'elle avait été au jour 6. Les hallucinations étaient plus persistantes et moins distinguables de la réalité au jour 13 de ce qu'elles avaient été au jour 9. Le comptage était plus difficile à maintenir. Les intervalles entre la pensée cohérente s'allongeaient. Il se déplaçait vers quelque chose, et ce quelque chose n'était pas le sauvetage. Le 14e jour, il a entendu un son différent. Il n'y a presque pas répondu. Des hallucinations l'avaient entraîné à traiter les sons inattendus avec scepticisme, à attendre et évaluer avant de réagir, parce que réagir à un son halluciné avait des coûts, et il avait appris à gérer son budget d'énergie avec la précision qu'une ressource qui s'épuise exige. Il a entendu ce qui ressemblait à des voix, ce qui n'était pas distinguable de l'expérience des 12 jours précédents. Il n'a pas appelé immédiatement. Puis il a entendu le son mécanique. Pas une voix, quelque chose avec un moteur,
quelque chose avec des parties mobiles en métal qui produisait une fréquence que son système nerveux ne pouvait pas générer en interne, parce que son système nerveux n'avait aucun modèle pour les fréquences mécaniques de ce type spécifique. Un générateur peut-être, ou un véhicule, quelque chose du monde de la surface, quelque chose de réel. Il a appelé. Ce qui en est sorti n'était pas la vocalisation contrôlée de quelqu'un essayant de produire un son qui se transmettrait efficacement vers le haut à travers un puits vertical. C'était tout ce qui s'était accumulé en 14 jours, tout ce que l'obscurité avait comprimé et que la douleur avait aiguisé, et que les hallucinations avaient déformé, et que le comptage avait essayé de maintenir, libéré à travers ses cordes vocales dans un son qu'il ne peut pas décrire et n'essaie pas de décrire. La lumière est venue après un temps qu'il ne peut pas mesurer, pas la lumière du soleil, un faisceau d'une source lumineuse portative, une lampe de poche ou un phare frontal, dirigé vers le bas dans le puits depuis l'ouverture 20 mètres au-dessus. Pas destiné spécifiquement à lui, pas dirigé par quelqu'un qui savait qu'il était là, mais faisant partie d'un schéma de recherche dans une zone où un homme avait été signalé disparu par sa famille après ne pas être rentré d'une promenade. Une recherche qui avait été menée en cercles expansifs pendant 6 jours avant d'atteindre cette partie du désert, avant que quelqu'un dans l'équipe de recherche ne s'approche par hasard de l'ouverture d'un puits de mine qui ressemblait depuis la surface à rien d'autre qu'une dépression dans le sable, et ne dirige sa lumière vers le bas et n'entende quelque chose répondre. Il a vu le faisceau et a compris ce que c'était. Il l'a compris avec la clarté spécifique d'un esprit qui avait passé 14 jours à analyser la différence entre expérience interne et externe, et a su immédiatement que ce faisceau était externe, était réel, provenait d'une source qui existait dans le monde au-dessus du puits, et non dans le construit que son cerveau avait élaboré dans l'obscurité. Il a appelé à nouveau. Le faisceau s'est déplacé. Ce n'était pas aléatoire. Il était dirigé par quelqu'un qui avait entendu quelque chose. Il a balayé les parois du puits et l'a trouvé sur le sol à 20 mètres en dessous. Et la personne tenant le faisceau a rappelé, et la voix était réelle d'une façon dont les voix des 14 jours précédents n'avaient pas été réelles. Réelle d'une façon que le système nerveux reconnaît sans qu'on le lui dise, parce que le réel a une qualité que le généré en interne n'a pas. Une qualité que le cerveau ne peut pas entièrement reproduire, peu importe à quel point la privation est devenue complète. L'extraction a pris plusieurs heures. On ne sort pas une personne avec des fémurs fracassés et un bassin cassé d'un puits vertical de 20 mètres rapidement. On le fait soigneusement, avec du matériel, avec la coordination d'une équipe, avec l'ingénierie spécifique de systèmes de sauvetage improvisés que l'équipe de recherche a construit au sommet du puits pendant qu'il était allongé en bas et comprenait pour la première fois en 14 jours que quelqu'un savait où il était. Il ne décrit pas la montée en détail, il décrit la première vue du ciel. Le ciel australien nuageux un après-midi dans l'intérieur n'est pas remarquable d'un point de vue esthétique. C'est un ton particulier de pâle qui porte la qualité spécifique d'un ciel vu à travers de fines nuages dans une latitude sans la profondeur atmosphérique des tropiques ou la clarté dramatique de l'altitude. Il les décrit comme la plus belle chose qu'il ait jamais vue, et il utilise le mot « belle » en sachant que c'est le mauvais mot pour ce qu'il veut dire, que « belle » est un mot pour l'expérience esthétique, et ce qu'il a ressenti en voyant ce ciel n'était pas esthétique, n'était pas dans la catégorie des belles choses, était dans la catégorie des choses qui n'ont pas de mots, parce que les mots sont construits par des esprits qui opèrent dans le monde. Et cette expérience était le retour dans le monde d'un esprit qui avait opéré ailleurs pendant 14 jours. Il était à l'hôpital pendant 6 semaines. Les fémurs ont nécessité des opérations. Le bassin a nécessité des opérations. L'accumulation de minéraux provenant de l'humidité des parois a nécessité un traitement qui a prolongé le séjour à l'hôpital au-delà de ce que les blessures orthopédiques seules auraient nécessité. Les médecins qui ont traité l'accumulation n'ont pas exprimé de surprise qu'il ait survécu à ce qu'il avait ingéré. Ils ont exprimé la qualité spécifique et retenue de surprise que les professionnels médicaux produisent quand ils rencontrent quelque chose que les manuels ne prennent pas entièrement en compte et que le décorum professionnel les empêche de décrire comme miraculeux.
Il a parlé publiquement de ce qui est arrivé à son esprit dans le puits à plusieurs occasions, avec la réticence spécifique de quelqu'un qui n'est pas sûr que le cadre public pour discuter de l'expérience psychologique est adéquat pour ce qu'il essaie de décrire. Il dit: l'obscurité ne disparaît pas l'obscurité spécifique du puits, qui est une chose physique et a pris fin quand le ciel est revenu. L'autre obscurité, celle que le puits a construite en moi à partir de 14 jours de ne rien avoir à regarder. Celle-là est encore là, dans certaines conditions, dans certaines qualités de lumière ou son absence, et j'ai dû apprendre à fonctionner avec elle de la façon dont on apprend à fonctionner avec tout changement permanent dans la structure du moi, ce qui n'est pas exactement en l'acceptant, ni exactement en se battant contre elle, mais en développant une relation avec elle qui reconnaît ce qu'elle est, sans être définie par elle. Il ne s'aventure pas dans un terrain isolé sans équipement de communication. Il n'entre pas dans des espaces où l'obscurité est une possibilité, sans une source de lumière et une de secours et une troisième. Ce ne sont pas des phobies au sens clinique. Ce sont les adaptations d'un système nerveux qui a mis à jour son modèle de menace sur la base de 14 jours de données révisées et ne va pas le mettre à jour en retour. Il compte parfois, pas jusqu'à 10 000, plus maintenant, juste jusqu'à 100, et puis en descendant, et puis en remontant. Il le fait quand l'obscurité qu'il a décrite est présente, quand les conditions qui approximent ce que le puits a produit en lui sont présentes dans le monde ordinaire. Il dit que ça ne fait pas disparaître l'obscurité. Il dit que ça fait de lui la personne qui compte dans l'obscurité, plutôt que la personne à qui l'obscurité arrive. Il dit que c'est la distinction qui l'a maintenu en vie. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire. Dites-moi à quel point vous croyez que votre esprit aurait lâché, quel jour vous pensez que le comptage se serait arrêté, comment vous imaginez que le silence de 14 jours d'obscurité absolue changerait la structure de votre pensée. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent la limite réelle de ce que le moi peut supporter avant de cesser d'être le moi et de devenir autre chose. Le puits est encore là, le désert ne le marque pas. Le sable se déplace sur lui et s'en éloigne et revient, et l'ouverture n'est visible que pour quelqu'un qui sait la chercher, et la plupart des gens ne savent pas la chercher. Et les mineurs du 19e siècle qui l'ont creusé savaient la chercher, et ils sont partis, et le puits reste, ouvert, 20 mètres de profondeur, attendant, avec la patience de la géologie, ce que la surface choisira de lui livrer ensuite. Il n'est pas dedans. Il est quelque part au-dessus du sol, dans la lumière, en train de compter.